Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Petit contenu léger, sympa aujourd'hui avec la réponse à une question qui m'a beaucoup été posée ces derniers mois. Quel est ton joueur préféré SV? Donc ça c'est la version sympa, habituellement c'était un peu plus espèce d'anti-Djokovic, t'es un haineux, tu détestes Nadal, qu'est-ce que tu racontes sur Roger, comment oses-tu t'adresser ainsi à sa majesté, qui es-tu dans ce décor de mer? C'est le jeu, y a aucun souci, c'est comme ça fait partie du concept de donner son opinion et d'avoir une chaîne YouTube, mais voilà, je me disais, pourquoi pas ne pas faire une vidéo synthèse, vous donner mes 10 joueurs préférés. Il n'y a pas de langue de bois, je vous ai vraiment donné mes 10 joueurs préférés, il n'y a pas de troll, il n'y a pas... j'ai pas mis des joueurs pour faire plaisir, machin, non. 10 joueurs préférés. Alors, j'ai juste eu une petite envie, c'est de caler 2 joueuses dans ce top 10, donc on a 8 joueurs masculins, et 2 joueuses féminines du coup. Le premier joueur, je crois que vous n'êtes pas vraiment surpris, vous tombez pas des nues, Roger Federer. Je précise également que dans ce top, il n'y a pas d'ordre. On est en vrac complet, c'est pas Roger mon joueur préféré. Je vais vous le dire d'ailleurs, mon joueur préféré d'ici quelques instants. Alors, ce gars Roger, déjà, c'est une chance inouïe que je mesure d'avoir vécu l'ensemble de sa carrière, l'intégralité de sa carrière. Je l'ai vu débarquer, Roger, en 2001. J'ai vraiment commencé à le suivre à partir de 2002. Et pour moi, il y a un avant et un après. Roger Federer, que ce soit dans le tennis d'une manière générale, mais aussi dans ma perception de ce sport, parce qu'il a complètement rebattu les cartes, il a changé la donne dans ce sport, il incarne une certaine idée du tennis désormais chez beaucoup de personnes. C'est certainement le joueur le plus gracieux de l'Air Open. Je le dis, je l'avance, mais il n'y a pas que moi qui le dis. Quand il y a John McEnroe qui dit « Ouais, Roger c'est le joueur le plus gracieux », quand t'as Borg qui dit « Oui, c'est aussi le joueur le plus gracieux », on a envie de les écouter. Mais à la limite, gracieux, pas gracieux, ok, mais c'est pas le plus important, c'est l'alliance qu'il a réussi à matérialiser entre la grâce et les résultats. Et cette symbiose, cette synthèse qu'il a réussi à faire, Roger, c'est le plus grand à ce niveau-là. Dans cette synthèse, je vous vois venir, dans cette synthèse précise, allier classe et résultat de cette façon, c'est quelque chose d'unique. Et c'est pour ça que Roger est un joueur incroyable, c'est pour ça que moi, personnellement, il m'a marqué au fer rouge. Mon seul petit regret, c'est qu'il n'ait pas terminé cette carrière de la meilleure des façons, quoi. Ça s'est un peu terminé bizarrement, mais je pense que d'ici quelques mois, quelques années, on pourra se retourner sur sa carrière et on pourra se dire, bah, putain, on a vécu ça, quoi. Bon, là, on arrive sur le Graal, hein, tout de suite, Pete Sampras, qui est le seul joueur que j'ai vraiment aimé dans toute ma vie. J'avais son poster Tennis Magazine au-dessus de mon lit. C'est un joueur qui m'a marqué à un niveau extrême. Et surtout, je sais pas si je l'ai déjà dit sur Twitch, mais je l'ai jamais dit sur YouTube, moi, c'est le versant loser de Pete Sampras qui m'a marqué. Parce que, en fait, quand j'ai grandi, les premières années, je le voyais surtout à Roland-Garros. J'avais la chance de le voir de temps en temps à Wimbledon, mais la diffusion des matchs était très compliquée, et à Roland-Garros, Pete Sampras, il a jamais vraiment rien fait de bon, il a fait une demi-finale, mais dans l'ensemble, moi je me souviens, je rentrais des cours, je courais à 16h, 16h30 pour allumer France 2, France 3 et le voir jouer, et le gars, il était toujours en train de se faire défoncer par des no-names sur terre battue. Et moi, c'est ce côté-là, un peu paradoxal de « Ok, je sais que c'est le meilleur joueur du monde, je sais que c'est le meilleur joueur des années 90, mais je le vois tout le temps perdre. » Et ça a développé quelque chose, une espèce de dualité entre ok, les enfants, et j'étais un enfant à l'époque, on aime les gagnants, on aime les joueurs qui sont les numéros 1, parce que voilà, c'est comme ça, quoi. C'est pour ça que la jeune génération maintenant, ils sont fans de Novak. Si vous êtes peut-être un tout petit peu plus âgé, vous aimez Rafa, et si vous avez 30 et plus, vous êtes certainement des pros Roger. C'est générationnel tout ça. Et aussi quelque chose que j'ai adoré chez Sampras et que je continue à regarder parce que je regarde souvent des archives de ce joueur, c'est sa félinité, son jeu de jambes offensif qui est majestueux, quoi. On est au niveau, si ce n'est au-dessus de Roger, sur le footwork offensif. Une précision, une grâce, des appuis, c'est jordanesque vraiment à ce niveau-là. Stefan Edberg aussi, on est obligé de le mentionner hein, quand on parle de footwork offensif. Donc juste le voir, moi, ça me fait kiffer, quoi. Et encore maintenant. La première joueuse dans ce top 10, ça devait être Steffi Graf, parce que Steffi Graf, c'était une machine de guerre. Et moi, ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai découverte, elle avait déjà eu des succès immenses.
Et c'est un peu comme quand tu découvres un grand champion, tu commences à t'intéresser à ce sport, mais t'as jamais vraiment vu les meilleurs exploits de ce champion. Donc t'as cette aura, t'as la manière dont les journalistes en parlent, mais toi tu comprends pas. Tu comprends pas parce que t'as pas vu cette championne jouer ses meilleurs matchs. Donc j'aime bien ce côté un peu paradoxal quand on découvre un univers et qu'on commence à s'immerger dedans. La grâce de Steffi Graf, qui est unique. Son slice, moi je suis addict à son slice. Je pense que c'est l'un des meilleurs slices de tous les temps, hommes et femmes confondus. C'est complètement hallucinant cette qualité. Et surtout, quand tu regardes un peu la carrière, un palmarès totalement hallucinant. Donc 7 Wimbledon, mais 6 Roland Garros. 5 US Open, 4 Australian. Elle fait le Grand Chelem doré en 88, c'est-à-dire qu'elle remporte les 4 Grands Chelems en 88, plus les Jeux Olympiques. C'est là, mais c'est quoi le délire en fait? Et en 88, elle est en tout début de carrière. Donc elle a marqué le jeu par ses résultats. C'est peut-être la meilleure joueuse de l'histoire. Bon, ça se joue entre elle, Court et Williams. Mais la grâce qu'elle avait sur le court, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment retrouvé. Et c'est ce qui me manque actuellement dans le tennis féminin. Je suis en train de kiffer là, ça me fait plaisir de parler de ces joueurs. Et là on arrive sur pas le dernier des joueurs que je préfère. Marat Safin, qui c'est vraiment mon énorme gars sûr. Ce qui est marrant, ce qui est un peu bizarre avec lui, c'est que j'ai eu du mal au début. C'est pas le seul d'ailleurs de la liste, vous allez le voir. J'ai pas trop aimé son tempérament au début, je trouvais qu'il roulait un peu des mécaniques, j'aimais pas trop le langage corporel. Je me souviens d'un match contre Pioline, il me semble, à Roland Garros, contre Agassi également, il y a eu des matchs. Il faisait du mal à Sampras. Ça, je kiffais pas trop, il était dur à jouer. Il a éclaté Sampras en finale de l'US Open en 2000. Et là, on se dit, bon, le gars, il va écraser le tennis des années 2000, ça va être un crack. Il a remporté que 2 grands chelems. Et son suivant, ça a été 5 ans après, à l'Australian. Et moi, ce que j'aime chez ce joueur, c'est le côté un peu poétique, instable. Et ça m'a jamais quitté. Ces joueurs-là, ils ont tellement de potentiel, mais en même temps, ils font n'importe quoi. Ils font la fête, il y a les nanas. Il y a une finale de l'Australian où il y a 3 blondes dans son box. Et il est au micro, il perd la finale, il a fait n'importe quoi la veille, et il dit je voudrais dire bonjour à mes sœurs qui sont présentes dans le box. C'est pas du tout ses sœurs, quoi. Et c'est génial, j'adore ce genre d'histoire. Donc vie dissolue, rarement vraiment concentré, il y a eu plein de blessures, et quand même, numéro 1 mondial, 2 grands chelems, et je pense que je peux dire que c'est mon 2e joueur préféré peut-être après Pete Sampras. J'avais encore l'âge d'avoir des joueurs préférés. Bon bah Bjorn il est là, Bjorn il est là, Bjorn il est partout, Bjorn il est ici aussi. Alors un des très rares joueurs de la liste que je n'ai jamais vu jouer de son vivant, de sa carrière, mais j'ai rattrapé le retard, j'ai regardé beaucoup de matchs. Il y a un pouvoir de fascination qui est extraordinaire chez ce joueur. Il y a quelque chose d'unique, de précieux, de très charismatique, de presque christique chez Bjorn Borg. Un style, une attitude, une aura. Vous regardez les photos de l'époque, vous regardez certains documentaires où il est cloîtré dans sa chambre d'hôtel, il peut pas sortir. C'est un Beatles, c'est une rockstar. Et on n'avait jamais connu ça dans le tennis avant. Je dis on, mais moi j'étais pas né. Hein. Je précise, je suis pas non plus Highlander. Mais c'est un nouveau prototype. Il y a quelque chose qui se passe avec Borg, une frénésie. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent à suivre le tennis avec lui. Mutique. Et ce charisme, ce fameux charisme chez Borg. Et on voit dans certains documentaires, dans The French par exemple, d'autres joueurs parler de lui et ils disent mais comment ça se fait que ce gars, dès qu'il perd un point, il arrive à passer à autre chose, il efface la cassette, il repart, il montre aucune émotion. Et quand t'es en face, surtout à l'époque, on avait des profils assez caractériels, hein, les McEnroe, les Connors, les Nastase. Lui, il était totalement différent de ça et ça rendait fou les adversaires. De réussir à maintenir sa concentration et de pas percer la carapace. Le contre-coup de cette aura, c'est que c'était intenable sur la durée, quoi. C'était pas possible de tenir ça. Alors il a tenu jusqu'à 25 ans. Il arrête sa carrière à 25 ans, il a 11 grands chelems. Bon. Ça pose son homme quand même, ça pose son bébé, mais le concept il est fou d'arrêter à 25 ans. C'est vraiment c'est un concept de rockstar, quoi. Voilà, 25 ans... Je me sens plus vraiment, je sens que le truc est en train de glisser, je perds la motive, bah je préfère arrêter. Alors il a essayé de revenir, c'était un peu laborieux, et il y a chez Borg les 3 doublés Roland Garros, Wimbledon, la même saison,
avec 2 semaines d'intervalle sur des surfaces diamétralement opposées, de réussir à adapter son jeu à l'époque, de faire 3 doublés, je pense que c'est l'un des plus grands exploits de l'Air Open, et ça le met vraiment très très haut dans la course au GOAT. En parlant de GOAT, tiens, je vous taquine, hein, mais on va parler de Rafa. Rafa, c'est le teenager le plus impressionnant que je n'ai vu jamais de ma life. Énorme l'impression de Rafa. Dingue, vraiment, vraiment dingue. Un truc de fou, hein. 2004-2005, comment il a remporté Roland, le monstre physique que c'est, j'ai jamais vu ça, quoi. Et je sais pas si on reverra ça. Carlos Alcaraz, à côté, c'est du pipi de chat. Hein. Je veux pas faire mon ancien et vous casser les roustons, mais non, on n'est pas dans la même division, là. Rafa, c'était Rafa. Et ce que je retiens le plus par rapport à ce joueur, et je repense aux impressions initiales qu'il m'a laissées, c'est qu'il a redéfini la notion de combat. Il a changé en profondeur ce jeu. Il y a l'empreinte Rafa dans le tennis. La préparation avant d'aller sur le court, les courses dans tous les sens, on a le toss, ensuite il fait ses pas chassés là, tac tac sur le côté, gauche-droite, 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 il avance. Le taureau, le bison, ce qui doit forcer le respect également, c'est son évolution qui est stratosphérique. Il arrive sur le circuit, il n'a pas de slice, et là il va quitter ce sport, peut-être un jour on verra, avec peut-être le tennis le plus complet qu'on ait jamais vu. Donc le gars il peut attaquer, il peut défendre, il peut faire du service volé, il a une main mais énorme à la volée, alors qu'il a commencé, il était frustre à ce niveau-là, même s'il avait toujours ses petites amortis déjà depuis le début, mais il a évolué, il s'est poussé, il a repoussé toutes ses limites. Je pense que c'est un amoureux de ce jeu, il est addict au tennis. C'est sa came, quoi. Donc l'évolution, elle est fantastique. Et je pense que sa victoire à Wimbledon 2008, c'est l'un des trucs les plus dingues que j'ai vus. Et bah là, il a mon respect éternel par rapport à cette victoire. Elle est folle. Je me souviens encore les émotions d'avoir vécu ça. J'étais en famille à cette époque, j'ai regardé ce match et j'ai presque commencé le match en l'aimant pas trop, en étant plus pour Roger, et j'ai fini le match en me disant mais putain, mais Rafa, quoi, c'est quoi ce délire, c'est quoi ce joueur? Donc c'est le genre de match où tu changes complètement de perspective sur un joueur, et à partir de ce moment-là, jusqu'à maintenant, bah, il a mon respect, et puis il y a toutes les émotions qu'on a vécues avec ce joueur. Franchement, c'est dingue, quoi, c'est inoubliable. On a juste à lui dire merci. On espère qu'il va encore jouer quelques années, qu'il va continuer à nous régaler. Maintenant, alors léger bémol par rapport à Rafa, je suis obligé de vous le partager, c'est que c'est lent, quoi. C'est lent entre les points, c'est lent entre les services, il fait attendre le mec en face, ça j'aime pas trop. J'avoue que c'est un peu saoulant, surtout quand tu regardes plein de matchs et que tu essayes un peu entre guillemets gagner du temps. Le mec il fait attendre 30 secondes, 35 secondes. Voilà, il est un peu lent, c'est la seule réserve, mais sinon champion magique et qui continue à me faire kiffer. La deuxième joueuse de ce top 10, ça ne pouvait être que la rivale de Steffi Graf en début de carrière, Monica Seles, la petite souris. Alors j'ai une histoire un peu étonnante avec cette joueuse parce que j'ai pas vraiment connu au tout début, j'ai pas vu l'agression, c'était en Allemagne, on va en reparler. Mais d'abord juste un petit chiffre pour vous faire kiffer. Elle avait pas 20 ans, elle avait déjà remporté 8 grands chelems. Ok ? Malheureusement, elle est poignardée dans le dos, c'est le 20 avril 93, elle a 19 ans la pauvre. Elle se fait poignarder en Allemagne par un fan de Steffi Graf qui veut impérativement l'empêcher de battre les records de Steffi parce qu'on sent que Seles, à part sur les surfaces rapides où c'est encore Steffi qui domine, Seles, elle enchaîne et elle est encore très jeune, donc voilà, il y a quelque chose qui peut éventuellement se passer. En plus, Graf va remporter Roland Garros 93, donc quelques semaines après cette agression, donc vous imaginez... Céleste, elle est sur son lit d'hôpital, elle voit ça, ou elle est en convalescence, très dur. Et moi, ce qui me fascine dans son histoire, c'est que c'est le plus grand what if de l'histoire du tennis. Elle va avoir 9 grands chelems au total, elle va réussir à remporter un majeur après cette attaque, mais 8 grands chelems avant 20 ans, on peut raisonnablement penser qu'elle avait le potentiel pour être la GOAT. L'histoire de Monica Seles, elle est aussi indexée à l'histoire de la Yougoslavie. Elle est née en Yougoslavie, elle est née à Novi Sad, c'est juste à côté de Belgrade. Maintenant c'est la Serbie, mais vous imaginez Novak, Monica Seles qui viennent quasiment du même endroit et qui... Bon, Novak il est en course pour être le plus grand joueur de tous les temps, Monica Seles aurait pu l'être, et ce fameux sport des Balkans que j'apprécie particulièrement avec des joueurs malins, techniques,
malicieux parfois, qui joue un peu avec les règles, avec les codes, et l'époque de la Yougoslavie avec cette équipe qui conjuguait tous ces petits pays maintenant qui sont éclatés, un vrai grand pays de sport, et Monica Seles l'incarne à merveille. On arrive sur Dédé. Alors Dédé, j'étais pas fan dans ma jeunesse. Forcément, quand t'aimes Sampras, t'aimes pas Dédé. C'était un peu Nintendo versus Sega pour les kids des années 90, des années 90. Mais j'ai appris à l'aimer progressivement, surtout quand Sampras a arrêté, entre 2003 et 2006 par exemple. Le late Agassi, qui faisait les petits pas, qui marchait comme ça pour aller récupérer la balle, la serviette, et qui repartait avec ses petits pas. La petite démarche de vieux avec le dos totalement voûté. Il y a la victoire à Roland-Garros en 99, ça je me souviens vraiment précisément de cette victoire, une victoire touchante, émouvante. Moi j'ai pas toute la charge émotionnelle à ce moment-là quand je vois ce match, parce que je comprends pas ce qu'il est en train de vivre, mais c'est une victoire mythique dans l'histoire du tournoi à Roland-Garros. C'est l'une des plus grandes finales, même si au niveau sportif elle n'est pas excellente, mais au niveau symbolique elle est très forte. Un style inimitable chez André Agassi, avant-gardiste, presque on peut le dire. Le mec a joué avec des shorts en jean, des couleurs fluo. Lui aussi, quelque part, il a cassé les codes, un peu comme Borg, mais d'une manière diamétralement opposée pour le coup. Et on a la biographie Open. Ça, j'en parle souvent sur la chaîne, mais c'est l'autobiographie la plus dingue sur le tennis qu'on ait pu lire, quoi. Il est d'une sincérité... c'est trop limite. T'as envie de dire, mais mec... dis pas ces trucs-là, quoi, t'es fou. Et Dédé, pour terminer sur lui, c'est un pur produit des années 80, c'est aussi un pur produit de l'école Nick Bollettieri qui essorait les jeunes champions avec un côté militaire et une extrême rigueur. Le père d'André Agassi aussi, qui l'a dégoûté du tennis, qui lui faisait refaire des gammes H24. Il a vraiment été quasiment... Alors je sais pas si torturé c'est le bon mot, mais... Je pense qu'il a vécu une enfance absolument désastreuse en faisant quelque chose qu'il n'aimait pas. Il a appris à aimer le tennis au fur et à mesure dans sa vie. Donc, une histoire incroyable. Il a tout remporté dans sa carrière. Il a marqué le tennis au fer rouge. Demi-volée du fond de court, agressif sur la baseline. Un joueur iconique et aussi symptomatique de l'évolution du tennis à partir des années 90. Johnny Mac, John McEnroe, deuxième joueur et dernier de la liste que je n'ai pas vu jouer en direct. J'aurais pu, pourtant, est-ce que j'aurais pu? Non, je vais pas vous donner trop d'indices, sinon vous allez déterminer mon âge. Non mais voilà, le plus grand génie de l'histoire du tennis, on en a parlé dans Ces matchs qui m'ont marqué, épisode 4, consacré au match entre Lendl et McEnroe en 1984. Une seule prise pour tous les coups, un ultra perfectionniste. Il est retenu pour ses colères, mais c'est un peu caricatural. Le gars, c'est le Mozart du tennis, quoi. Le gars, il voulait pas faire d'erreur, jamais. Une certaine idée de la perfection, et un tennis à la main, quelque chose qu'on a totalement perdu maintenant, avec l'évolution matérielle, le changement des surfaces. Plus personne joue comme John McEnroe, donc c'est fascinant. Et il y a un truc qui est marrant avec McEnroe, c'est que je regardais des matchs sur Twitch l'année dernière, et je me rends compte qu'il est très clivant. Pas par rapport à ses colères, mais par rapport à son style de jeu. On a l'impression qu'il fait aucun effort pour faire avancer la balle. Esthétiquement, c'est quand même très particulier. Le service, les revers qui sont joués quasiment au niveau du ventre. Et c'est un de mes joueurs préférés. C'est un joueur essentiel parce qu'il y a tous les antagonismes. McEnroe-Borg, McEnroe-Lendl. Bon, McEnroe-Connors, c'était un peu les deux mêmes types de force, mais l'opposition de style... comme Federer-Nadal également. Pour moi, c'est ce qui fait le sel du tennis, et lui, c'est un acteur majeur, essentiel de l'histoire du tennis, avec son caractère polarisant, et en plus avec son jeu génial. Dernier joueur de la liste, Novak Djokovic. J'ai une histoire particulière avec ce joueur, je l'ai découvert à l'Open d'Australie 2005, au premier tour face à Marat Safin. Il se fait découper en dos les patatos. Sa jeune carrière avance, 2005, 2006, 2007, et moi je suis toujours un peu sceptique. J'ai du mal avec son attitude, j'ai du mal avec son jeu. Je comprends pas ce qu'il veut faire, je comprends pas ce qu'il essaie de faire. En plus, à l'époque, il est complètement disjoncté. Novak Djokovic, c'est pas le joueur sérieux qu'on voit actuellement et l'espèce de mal alpha dominant. Non, c'est un trublion, quoi. C'est un clown sur ses jeunes années.
Au fur et à mesure, je vais réussir à m'y faire, à ce joueur, par différentes portes d'entrée. La première, c'est ce modèle de résilience chez Novak Djokovic qui est extrêmement impressionnant. Un monstre mental, d'une manière différente que celle qu'a produit Rafael Nadal, qui est plus dans le combat, dans la physicalité. Novak, c'est plus ici que ça se passe. Et c'est l'un des plus grands duos de l'histoire avec Rafael Nadal. Le duo Nadal-Djokovic. Alors là, je sais, les pro Rafa, les pro Novak, certains d'entre vous sont peut-être encore dans la haine du rival, dans l'irrespect. Je vous dis déjà, vous êtes à côté de la plaque, si vous pensez comme ça, parce que les deux joueurs se sont mutuellement portés à des sommets extraordinaires. Nadal n'existe pas sans Novak, et Novak, surtout, n'existe pas sans Rafa. Donc il y a une complémentarité, c'est un duo énormissime dans l'histoire du tennis. Novak qui a réussi à se mettre à niveau physique, surtout à partir de la saison 2011, avec ses problèmes de récupération. Il a trouvé le remède miracle avec l'arrêt du gluten. Donc mon appréciation de ce joueur, je la diviserai en deux segments bien distincts. Le jeu, c'est quelque chose que j'ai apprécié au fur et à mesure, j'ai appris à trouver les qualités, c'est un peu comme un bon vin, quelque chose qui se bonifie, et lui aussi s'est bonifié avec le temps. Et la deuxième partie, c'est la personnalité. Je trouve que c'est, parmi le Big Three, celui qui a la personnalité la plus intéressante parce que on a des aspérités, il raconte n'importe quoi, son père est complètement à l'ouest, mais il y a quelque chose de touchant, il y a quelque chose d'énervant, de complexe, de très intelligent aussi chez Novak, dans son expression, dans sa finesse de pensée, dans ses blagues également, même s'il en fait moins parce qu'il a peur de se faire défoncer, son courage, son honnêteté, sa sincérité, même si c'est un malicieux, Novak le malicieux. Donc c'est un peu toute cette complexité, moi, qui m'intéresse chez ce joueur, sur ce profil-là particulièrement, qui est mal comprise par une grande partie du public, par une grande partie de l'espace médiatique également, qui ne voit que certains traits, et qui va se contenter d'extrapoler autour de ça, avec un agenda médiatique qu'il a suivi toute sa carrière. Alors ok, il a fait des erreurs, il a commis des erreurs, Novak, de communication, ce qui s'est passé à l'Australia en 2022 par exemple, il n'est pas tout blanc. Ok, c'est Tennis Australia, ok, c'est Craig Tiley, mais lui aussi, au niveau des tests, des machins, enfin, il va maintenir son rendez-vous avec le journaliste de l'équipe alors qu'il sait qu'il est positif. Bref, ça c'est juste une petite partie, limite on s'en fout, c'est anecdotique. Tout un ensemble chez ce joueur, et moi c'est pour ça que je l'apprécie. Voilà, je me rends compte que la vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu à la base, mais c'est pas grave. Partagez-moi dans les commentaires vos 2-3 joueurs préférés, donnez-moi les raisons, essayez d'explorer peut-être un peu plus que ce qui se passe sur le court, ça m'intéresse, on continue à échanger, j'aurai grand plaisir de vous lire, et on se retrouve très très vite, il va y avoir de l'action très très bientôt sur la chaîne, bisous.